Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Très heureux de vous retrouver. Une semaine d'actualité à décrypter. La grâce accordée à 51 personnalités politiques et militaires, la CEDEAO qui lève les sanctions contre le Niger, et puis le Sénégal en attente de la date de la présidentielle, le président Macky Sall qui promet de partir le 2 avril à la fin de son mandat. J'ai le plaisir de recevoir des confrères et des analystes pour en parler. Félix Boni, bonsoir. Bonsoir, Polo. Et juste à côté de Félix Boni, Bledson Mathieu, bonsoir. Bledson Mathieu qui est journaliste à Fraternité Matin, professeur Dion Simplice, bonsoir professeur. Bonsoir Polo. Professeur de philosophie politique à l'université Félix Houphouët-Boigny. On termine avec Sylvain Debailly. Bonsoir Sylvain. Bonsoir cher ami Polo. Un journaliste à Connexion Ivoirienne. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Des proches de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, libres des civils et militaires graciés. Écoutons le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Boroton-Sarasso. Le président de la République, conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix dans notre pays, a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d'accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. La liste complète des bénéficiaires de cette mesure de grâce, au nombre de 51, est annexée au présent communiqué. Parmi ces personnes figurent notamment M. Dogbo Blé Bruno, M. Nyatoa Kate Paulin, M. Kate Kwame Jean-Baptiste et M. Kone Kamarate Suleiman. En outre, le président de la République a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en vue de prendre les dispositions appropriées auprès du parquet concernant les mises en liberté provisoire de 6 personnes en détention préventive dans le cadre des procédures liées aux infractions ci-dessus mentionnées. Alors, messieurs, c'est une information qui a marqué cette semaine écoulée. Félix Boni, c'était prévisible, c'était attendu? Non, ce n'était pas prévisible, mais c'est une information qui, dans la dynamique de la CAN, de la victoire de la CAN, dans l'euphorie, la joie qui se prolonge, est une très belle information. Sur ce plateau même, on en a parlé une fois dans le Club de la Presse, et je disais tantôt que un président de la République, c'est un agenda. Le président de la République, c'est celui qui a son agenda. Alors, il n'est jamais tard pour toujours bien faire. On dira que ça aurait pu se faire peut-être bien auparavant, tout. Mais un chef d'État, c'est celui qui a son agenda. Et aujourd'hui, dans la dynamique de cette joie, il permet à ces Ivoiriens-là de retrouver leur famille. Et je dirais qu'à quelques 20 mois des prochaines élections présidentielles à venir, ce sont des signaux vraiment intéressants pour vraiment préparer les esprits à une sorte de vision de la nation, de la cohésion sociale, de l'harmonie entre les populations. Et je souhaite que de partout, dans tous les états-majors politiques, les gens voient la chose dans ce sens, dans le sens de la consolidation de la paix et de la réconciliation entre les Ivoiriens, et que ces gestes-là se multiplient et se poursuivent. Parce qu'au-delà de ça, je crois bien qu'il y a quand même Guillaume Soro, et y compris aussi ses frères Simon Soro, et je crois qu'il y en a un qui devrait être commissaire, qui sont encore détenus. Il faut que le chef de l'État pousse la magnanimité jusqu'à toutes ces personnes et que tous les Ivoiriens se retrouvent de façon générale. Mais il appartient aussi aux autres, ceux même qui sont détenus ou ceux qui sont à l'extérieur comme Guillaume Soro et autres, de pouvoir être aussi dans les bonnes dispositions pour que l'ensemble des Ivoiriens se retrouvent avant 2025, pour que 2025 soit une année où on va organiser encore pour la première fois dans la vie de notre nation des élections présidentielles sans heurts.
parce qu'on a eu des élections législatives sans heurte en 2021, des élections municipales locales sans souci, qu'on ait des élections de jamais 203, donc j'ai foi. On a eu 2 fois la Coupe d'Afrique, on a eu la 3e étoile, on a eu 2 élections sans heurte, et j'ai foi qu'on aura la 3e élection, celle des présidentielles 2025 sans heurte. Bledson Mathieu. Oui, tout ce qui est libération d'êtres humains, c'est forcément une bonne chose. Félix l'a rappelé, même dans les QG ou enfin, des cercles fermés des différents partis politiques, c'est vraiment un acte qui a été très apprécié. Je ne suis pas très d'accord avec Félix quand il dit qu'il faut forcément étendre à tout le monde. Non, je crois que pour le président de la République, ce n'est pas faire la paix. Il faut que certaines personnes tiennent un discours qui montre qu'eux-mêmes ont à cœur de participer à la paix. Mais il y a encore des gens, en tout cas, qui ont un discours guerrier. Bon, quand c'est comme ça, je ne vois pas trop l'importance de... Voilà. Ensuite aussi, il faudrait peut-être qu'on pense beaucoup plus encore aux victimes. Parce que c'est vrai que quand il y a les événements, on veut que les gens sortent, mais je pense particulièrement aux victimes de la désobéissance civile. J'ai eu la chance de parcourir la Côte d'Ivoire dans l'ensemble des endroits où il y a eu des palabres, où il y a eu des morts, où il y a eu aussi des maisons et des villages même entiers brûlés. J'ai fait le tour, j'ai même fait un film là-dessus et jusqu'à présent, aucune victime n'a été dédommagée. Faire sortir les gens... Mais le Premier ministre, avant cette décision, avait reçu toutes les victimes des crises, peut-être dans cet élan aussi. Oui, mais pour l'instant, comme on n'a pas encore parlé réellement je pense que les procédures sont en cours. Hein. Je pense bien que les procédures sont en cours pour pouvoir les dédommager. Et puis, espérons, chacun doit y mettre du sien pour que 2025 soit une élection assez paisible. Bon, la libération aussi montre aussi que, pour moi, il y a un autre message qui est passé. Lorsqu'il y a les enjeux politiques, lorsqu'il y a les jeux politiques, il ne faudrait pas que les militants se mettent à se frapper entre eux. Parce que finalement, quand il y a des dégâts, c'est eux qu'on arrête. Les premiers qui se mettent devant, qui frappent, giflent leurs voisins, qui tirent sur leurs voisins, qui jettent des cailloux, vous finissez par vous retrouver en prison. Ça aussi, c'est une leçon qu'on doit retenir. Et ça peut faire 5 ans, ça peut faire 10 ans, tu restes derrière le barreau. Pendant que les leaders, eux, ils sont dehors. D'accord. Sylvain, débat maintenant. Quel est votre commentaire sur cette grâce? Oui, c'est une mesure qui vient à propos. Félix a dit tout à l'heure que la mesure n'était pas attendue. Oui, je suis d'accord avec lui, mais on peut aussi affirmer que oui, c'est une mesure, c'est cette mesure-là qui était maintenant attendue, parce que tout a été fait, les procès sont allés jusqu'au bout, les condamnations sont devenues définitives. Donc, il n'y avait que la mesure de grâce pour que toutes ces personnes qui sont concernées recouvrent la liberté. C'est ce qui a été fait. Mais cela n'est pas venu ex nihilo. Il y a eu des pressions fortes et puis il y a eu des pressions douces. La pression douce, c'est celle qui est venue ces derniers temps avec la ferveur ou la dynamique de la victoire des éléphants. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que le président de la République, qui a le pouvoir de grâce, a pris cette mesure-là pour que la joie soit aussi, non seulement du côté des populations qui ne sont pas derrière les barreaux, mais aussi du côté de la population carcérale. Et il a fait ce geste que tous les partis politiques et la société civile ont tous apprécié. Vous comprenez? Donc, c'est dire que cette mesure-là était vraiment attendue et elle est venue à point nommé et elle a soulagé. Mais pour l'apprécier, il faut se mettre surtout du côté des familles de ces prisonniers qui viennent d'être libérés. On a vu ici quelle a été leur attente pendant toutes ces années-là, les souffrances également. C'est du côté de ceux-là qu'on peut mieux apprécier cette mesure de grâce qui est venue pour soulager ces familles, des enfants qui n'allaient plus à l'école, des enfants qui étaient déplacés, des enfants qui avaient perdu, en tout cas, le goût de la vie. C'est une mesure qui vient donc pour soulager tout ce monde-là. Mais en même temps, il faut peut-être dire que c'est une mesure qui va dans le sens de la sortie définitive de notre crise, la crise post-électorale qui a commencé en 2011. Et les prisonniers politiques étaient devenus, enfin, militaires et civils, étaient devenus une sorte de vestige de cette crise-là,
qu'il fallait à un moment donné forcément effacer. Avant qu'elle n'arrive, j'ai parlé tout à l'heure de pression douce et puis de pression quand même de la société civile et puis même des politiques. Vous savez, il y a Laurent Gbagbo qui a été libéré et qui est revenu en Côte d'Ivoire et qui, dès qu'il a rencontré le président de la République, avait déjà posé cette question-là comme une question en tout cas majeure pour son parti politique. Il y a eu également des organisations de la société civile et il y a eu des groupes de pression qui, à chaque fois, demandaient la libération de ces prisonniers. Parce que, quoi qu'on dise, oui, il y a eu la crise post-électorale, mais il y avait deux camps quand même qui étaient opposés. Et au constat, c'est des leaders ou alors des militaires qui avaient défendu un camp qui se retrouvaient derrière les barreaux. Cela fait 10 ans, je pense qu'ils ont suffisamment assimilé la leçon, qu'ils ont suffisamment payé et que le moment était venu pour que le président de la République qui est là fasse vraiment un geste oufouettiste. Voilà, il fasse un geste oufouettiste. Parce que là, il a fait de Houphouët-Boigny, voilà, qui a eu aussi des démêlés avec ses opposants, mais qui, à un moment donné, a senti la nécessité, en tout cas, de relancer la cohésion sociale. Professeur Dion Simplice. Mais oui, je suis d'accord avec chacun d'eux. J'ai envie de nous rappeler cette pensée de Nietzsche. Il dit « Souviens-toi d'oublier ». Parce que si on n'oublie pas, on est toujours dans les récriminations, on est dans le souvenir de la douleur et on ne s'en sort pas quand on est des êtres humains et appelés à vivre ensemble. C'est pour ça qu'il était important qu'à un moment donné, on dise que même si on n'a pas oublié, ce qui commence à nous conduire vers l'oubli, c'est le pardon. Au moins ça, on le peut. Et donc, la grâce, c'est une prérogative du chef de pardonner. Si vous prenez l'esprit des lois de Montesquieu, il dit que la grâce, c'est le pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d'admirables effets. Quand la grâce est exécutée avec sagesse, ça peut avoir des admirables effets. Les effets dont nous parlons aujourd'hui, c'est quoi? C'est la paix civile, c'est la décrispation, c'est un mot que je ne dis pas toujours trop, la réconciliation. Mais parce qu'il faut faire en sorte que ce qui était ensemble là, et qui s'est coupé, qui s'est détaché, qu'on puisse remettre ça ensemble. La grâce participe de cela. C'est pour ça que moi, je suis content de cette mesure de grâce-là, parce que ça permet de relancer un certain nombre de choses. Ça permet de nous mettre sur le chemin et du pardon et de l'oubli, parce qu'on sort d'une grave crise. Mais personne n'est indemne. Il n'y a pas le camp des coupables, il n'y a pas le camp de ceux qui sont responsables, il n'y a pas le camp de ceux... Nous sommes tous co-responsables de ce qui est arrivé. Comment faisons-nous pour que les choses reprennent et que, comme ils l'ont décrit tout à l'heure, nous puissions regarder un horizon commun, nous puissions aller vers des élections apaisées et que la Côte d'Ivoire se retrouve. C'est pour ça que la victoire des éléphants, avec toute la ferveur qui s'en est suivie, ça crée quelque chose de tellement fort. Quelque chose de tellement fort que le chef de l'État, il a rappelé tout à l'heure, étant le maître des horloges, a saisi l'opportunité. Il s'est dit, c'est le moment de faire quelque chose. Et je pense que le moment était indiqué. Alors, Félix Boni, vous parliez tantôt de personnes peut-être en attente de gestes, je ne dirais pas pareils, mais dans le sens de la cohésion, justement. Vous pensez peut-être au cas de Guillaume Soro? Absolument, je pense au cas de Guillaume Soro. Alors, mon grand frère Bledson disait tantôt qu'il faut que ces personnes arrêtent des propos guerriers. Moi, je constate que depuis environ 2 ou 3 mois, Guillaume Soro a arrêté de tenir ses propos. Je crois qu'il a certainement dû s'assagir de son lieu d'exil. On ne sait plus si c'est au Niger ou au Burkina qui se retrouve, mais il doit s'être quand même un peu assagi. Et puis, quoi qu'on dise, un père de famille ne répond pas généralement au coup de pied de son enfant. Parfois, l'enfant rebelle, il se comporte ainsi, mais c'est au père d'en rire et de dire à l'enfant rentre. Et je vais vous, grand frère, vous êtes dans nos années, vous avez dû connaître l'histoire d'Houphouët-Boigny à l'époque avec
c'était un Jean Konan Bani. Et quand mon père à moi me racontait cette histoire, il semblerait que Jean Konan Bani, de sa prison d'Assabou, chaque fois que Houphouët allait le rencontrer, il lui dit « Quand je sors de prison, je te tue ». Et Houphouët finit par le faire sortir de prison et il devient le ministre de la Défense, c'est-à-dire le sécurocrate du Fauboyant. Celui qu'il veut tuer, il devient son sécurocrate jusqu'à ce qu'Houphouët meure. Bien entendu, cela veut dire que le père peut se mettre au-dessus des propos de l'enfant rebelle. Et moi, c'est peut-être un plaidoyer parce que, personnellement, je pense qu'après ces grâces, il faut mettre tous les mécanismes en œuvre. Et le dialogue politique qui était à sa 5e phase doit se reprendre et que tout ce qui nous a conduit à des élections, à des morts, aux élections passées, tout cela puisse être, j'allais dire, épongé, tous ces problèmes-là, que les Ivoiriens se retrouvent entre eux et qu'on aille vraiment à des élections de 2025. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, s'est vendue plus qu'elle ne s'est jamais vendue au monde entier à travers cette canne. Les gens, c'est les autres qui nous montrent la beauté de notre pays. Alors, la beauté de ce pays doit continuer. Ce que le président Ouattara a réalisé comme œuvre pour ce pays, en 2025, il va nous falloir avoir un président qui puisse être capable de faire pareil. Mais alors, réconcilions-nous et allons aux élections. Votons de façon paisible un président pour qu'on ne détruise rien de tout ce qui a été réalisé et qu'après 2025, la Côte d'Ivoire continue à être belle et se construire comme elle a été construite actuellement. Voici un peu le rêve que moi je veux partager et je pense que le président qui tient les manettes peut encore faire encore des efforts pour que la réconciliation soit vraiment totale et que les Ivoiriens dorment en paix. Bletson? Oui, sur la question, Soro Guillaume, je n'ai pas la même appréhension. C'est vrai que quand tu es Ivoirien, tu veux que tous les Ivoiriens soient sur le sol, tu veux qu'il y ait la politique, mais qu'on conserve un cadre de discussion, d'échange et qu'il y ait la paix. Par-dessus tout, nous voulons la paix. Moi, en tout cas, ce qui me concerne, au-delà de tout, je veux d'abord la paix. Et je n'ai pas l'impression, c'est comme un point de vue personnel, que Guillaume Soro est inscrit dans ça. C'est vrai, il y a eu la période de pic énorme quand il était hors du pays, pendant les élections de 2020, où il disait qu'il allait faire asseoir le chef de l'État. Ça, je peux comprendre et dire que, bon, passer ce délai-là, un peu... mais juste avant-hier, c'est pas vraiment... il a un an. Juste avant-hier, il s'est retrouvé au Niger et il dit que ce sont des pays de putschistes qui acceptent de me recevoir moi. Bon, quand il le dit... je ne pense pas que ça soit un langage de quelqu'un qui veut participer. C'est un dépit, cher René. Oui, ces pics-là, quand tu te retrouves dans des pays qui eux-mêmes n'ont pas, à un moment où ces pays-là donnent l'impression de vouloir s'attaquer à des pays comme la Côte d'Ivoire, on parle de la CAN, c'est parce que l'ensemble des Ivoiriens a fait corps unique pour remporter un trophée. On a joué contre les autres nations. Mais si pendant qu'on joue contre une nation, tu te retrouves du côté adversaire, bon, on ne peut pas dire maintenant qu'on a gagné, il faut venir à nous. Ça, je pense que ça dépend c'est un enfant extrêmement intelligent, Guillaume Soro. Quand il voudra envie de venir, il saura quelles sont les manœuvres sur lesquelles il faut appuyer. Il saura aussi quel discours balancer. Pour l'instant, je ne pense pas que lui ait envie d'entrer. À mon avis, c'est vraiment une opinion personnelle. Sylvain Debailly, c'est peut-être aussi une sorte de main tendue du chef de l'État à l'ensemble de la classe politique. Oui, je crois bien. Et vous savez, ce qu'il en attendait est bien en train de se réaliser, parce que quand on regarde les réactions qui viennent des différents camps, elles sont toutes positives. Mais je mets cela aussi à l'actif des premiers... de l'impact des premiers gestes qui avaient été faits, des premiers gestes d'ouverture, je veux dire, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a de la libération de prisonniers. Il y avait déjà eu des gestes par le passé, mais surtout, ces premières personnes qui ont été libérées, leur comportement a permis aujourd'hui de décrisper encore beaucoup plus. Parmi eux, des militaires. Vous vous souvenez, la libération de Vagba Fossigno, qui fut l'un des ténors du camp de l'armée loyale à l'époque. Il a été libéré, il est resté sage. Vous avez bien d'autres comme ça. Et donc, on se dit, tout le monde est positif. On se dit que oui, il y a eu une crise dans notre pays. Il y a eu des arrestations qui ont été faites. Il y a eu des jugements. Mais tout ça, ça fait partie désormais de l'histoire de notre pays et qu'il faut se mettre aujourd'hui dans la dynamique de la construction nationale et se projeter vers l'avenir. Et cet avenir-là
ne doit pas être encore un avenir tumultueux. C'est vrai que la grâce telle qu'elle est prise et le contexte même dans lequel elle est prise, bon, il peut avoir redit. Quand je dis il peut avoir redit, c'est que, bon, finalement, c'est quoi? On va dire quoi? En attendant peut-être la prochaine crise, ou bien en attendant les prochains prisonniers politiques. Parce que quelle est la leçon qu'on donne au peuple? C'est-à-dire que, à première vue, on pourrait se dire, bon, finalement, les politiques finiront par s'entendre. Et donc, quand il va y avoir la prochaine crise, bon, peut-être il va y avoir encore des arrestations. Et puis, bon, on graciera encore. Voilà. Bon, mais je ne veux pas, moi, que ça se résume à ça. Il faut capitaliser maintenant tous ces acquis-là et se dire que, oui, on peut trébucher, mais quand on trébuche, il faut avoir le courage de se relever et puis de se relancer. D'un côté comme de l'autre aujourd'hui, il faut saisir, en tout cas, cette grande opportunité. Et il faut saisir tout ce qu'il y a de positif derrière cela et puis normaliser la politique en Côte d'Ivoire. Parce que c'est la politique qui nous a mis dans toute cette situation. Et puis bon, on peut quand même déplorer aussi le contexte dans lequel nous sommes. Vous voyez, on remporte la CAN, ça fait une joie, vraiment à la dimension de tout le pays. Et puis, le président de la République prend des mesures de grâce, ça amplifie encore cette joie. Malheureusement, il y a une tache noire. Quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans la ville d'Abidjan, avec les déguerpissements qui créent du désordre et puis bon, beaucoup de cris. Bon, d'accord, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, d'accord. Alors, il faut en attendre de ces personnes qui sont désormais libres, et Sylvain Debailly en parlait tout à l'heure. Professeur Dion, c'est aussi votre avis? Mais oui, la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire sans tous ses enfants. La Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire avec tous ses enfants. Aucun enfant de la Côte d'Ivoire ne peut être à l'extérieur au moment où nous chantons à l'unisson. Ça, c'est important. C'est pour ça que tous les hommes de bonne volonté, capables de faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent se parler et se retrouver en Côte d'Ivoire pour parler à venir, moi, j'exhorte ces personnes de bonne volonté à faire leur travail. Pour moi, c'est fondamental. Ça se trouve dans notre hymne national. Tous rassemblés pour la gloire de la Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'on soit rassemblés. Être rassemblés, c'est non seulement la capacité de se parler, mais la capacité d'être ici, en Côte d'Ivoire, sur le sol. Ce n'est pas que Soro n'a pas envie de venir en Côte d'Ivoire. Il a certainement besoin d'être rassuré sur un certain nombre de choses. De la même manière que lui aussi a besoin de rassurer sur un certain nombre de choses. Mais tout est dans la communication. Et je pense que la Côte d'Ivoire a suffisamment d'hommes de bonne volonté pour pouvoir régler toutes ces choses-là, parce que notre pays en a besoin. Je suis tellement convaincu que ce pays-là, s'il est uni et rassemblé, peut faire tellement de grandes choses que nous devons tous faire en sorte que la Côte d'Ivoire se retrouve. Alors, il y a aussi des attentes au niveau de la sous-région, et les dirigeants de la CEDEAO étaient réunis à Abuja, au Nigeria, en toile de fond la question du Niger, et d'ailleurs de bonnes décisions en faveur de Niamey. On en parle avec Davis Oyo et on se retrouve. La CEDEAO lève avec effet immédiat les sanctions les plus lourdes imposées au Niger. Les frontières et l'espace aérien nigérien seront réouverts. Les transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger de nouveau autorisées et les avoirs de l'État nigérien dégelés pour des raisons humanitaires. Par contre, les sanctions individuelles et politiques sont maintenues. Annonce faite par Omar Alio Touré, président de la commission de la CEDEAO hier samedi 24 février à l'issue de la réunion des chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja au Nigeria. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, également dirigés par des régimes militaires et sous le coup de sanctions de la CEDEAO, ne sont pas visés par ces annonces. En contrepartie, l'organisation sous-régionale réclame la libération immédiate du président nigérien déchu, Mohamed Bazoum, détenu avec son épouse par le régime militaire depuis 7 mois. Félix Boni, vous vous en souvenez, le cas Niger, on en a suffisamment parlé dans le club de la presse. Aujourd'hui, il y a un soulagement. Est-ce qu'on peut, on peut le dire vraiment? Avec la levée de ces sanctions. Merci de rappeler cela parce que je me souviens qu'il y a quelques semaines, lorsqu'on en parlait, il y en a qui s'époumonaient sur le plateau. Je m'excuse du terme parce que
a préconisé la voie de la guerre, il fallait aller attaquer et tout. Alors tout à l'heure, quelqu'un parlait sur le plateau de la solution, là, Houphouët-Boigny. Houphouët a toujours dit le dialogue, c'est l'arme des plus forts. Et que quelles que soient les crises, on finit toujours par résoudre ces crises-là par le dialogue. Alors nous y voilà. On finit toujours par rejoindre la voix du sage, écouter la voix du sage. Aujourd'hui, nous y sommes. Si vous avez écouté le discours du président Bola Tinubu hier, ça n'avait rien à voir avec le discours de départ. C'est-à-dire c'est le président Tinubu maintenant qui appelle à réfléchir, à appréhender les choses avec prudence et que nous allions dans l'union, aborder les choses sous une autre forme de démarche constructive pour que nous demeurions dans l'union et le collectif. La CEDEAO, c'est un tout. Souvenez-vous aussi de la voix de Yakubu Gowon, l'un des fondateurs en 1975 de la CEDEAO, qui, il y a 6 jours, interpellait, les dirigeants actuels en disant les pères de la CEDEAO que nous sommes, voici dans l'esprit dans lequel nous avons créé cette CEDEAO. Il était hors de question. Yakubu Gowon, soit dit en passant, est un militaire qui a dirigé le Nigeria. Donc aujourd'hui, on est parvenu à cette solution et je crois qu'il faut vraiment explorer la voie du dialogue. C'est vrai, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Alors, la place des militaires, ce n'est pas d'être au pouvoir, mais il faut les accompagner pour qu'ils libèrent le pouvoir à des dirigeants civils pour que ces pays puissent retrouver leur stabilité, leur fonctionnement constitutionnel et qu'on puisse éventuellement brasser tout ce peuple de la CEDEAO dans un ensemble vraiment pour le développement de la sous-région. Mais il faudra vraiment, après cette décision-là, aller doucement, progressivement, les accompagner pour qu'ils sortent parce que, soit dit en passant, le Mali devrait organiser les élections le 24 février. Nous sommes le 25 aujourd'hui, c'est-à-dire depuis hier, l'échéance de la transition a expiré. Mais tant qu'on est dans une certaine posture d'adversité avec eux, alors le militaire se plaît dans l'adversité. Il faut les accompagner progressivement, qu'on en sorte et que ces transitions-là finissent pour que la sous-région se retrouve et que la stabilité, tout le monde soit en paix. Parce que quand le Mali, le Niger, le Burkina seront en paix, c'est tout le monde qui pourra dormir également aussi en fermant les yeux. Et d'ailleurs, ces 3 pays qui sont dans l'AES, l'Alliance pour le Sahel, c'est peut-être une manière pour la CEDEAO d'empêcher l'évolution, évidemment, sinon l'organisation, c'est ce qu'estiment certaines personnes. Vous êtes d'accord avec Bledson Mathieu? Non, je ne crois pas. Hein. D'abord parce qu'au sein de la CEDEAO, il y a des sous-groupes. On a le Conseil de l'entente qui existe, qui, bon, je ne peux pas dire fonctionne très bien, mais qui existe et qui n'a jamais fait l'objet d'ombrage ou d'attaque de la CEDEAO. Donc, les 3 pays-là pouvaient parfaitement garder leur alliance parce que là, ils sont confrontés techniquement quand même à une préoccupation. C'est le djihadiste qui unit ces pays, qui a pris une bonne partie des frontières de ces 3 pays. Voilà. La zone des 3 frontières, c'est vraiment au Niger, c'est au Mali, c'est au Burkina. Donc que ces armées s'entendent pour essayer de faire quelque chose, mutualiser leurs forces, ça ne gêne pas. Voilà, ça ne gêne pas. Maintenant, est-ce que c'est ce qui a fait que la CEDEAO finalement va se dire, bon, c'est même plus la peine de fatiguer le Niger, de toute façon, il faut constater, pour moi, hein, vraiment, il faut constater, c'est un fait, on ne peut pas aller faire la guerre là-bas. Bon, on n'a pas pu faire les premiers jours, on a bandé les muscles en espérant qu'ils aient peur, ils n'ont pas eu peur. Aujourd'hui, 7 mois après, on ne voit pas la possibilité d'aller les attaquer. De toute façon, eux-mêmes disent qu'ils ne sont plus membres de la CEDEAO. On ne peut pas maintenir des sanctions contre quelqu'un qui dit votre affaire là, mais je ne suis plus dedans. Donc, je pense que c'est d'abord ça qui a prévalu. Maintenant, est-ce qu'on va les empêcher de s'unir? Je ne crois pas, parce que ce n'est pas une union qui est contre, et c'est cette lecture que moi, je n'ai pas envie de faire. Ce n'est pas une union qui est contre la CEDEAO. Que le Mali, le Burkina ou le Niger se développent, ce n'est pas au détriment de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas donner cette image-là. Nous, ça nous arrange. Ce sont nos voisins. S'il y a l'argent là-bas, bon, nous, on va aller chercher un peu aussi. Donc, ce n'est pas tellement ça. En plus, c'est nous qui absorbons quand même le flot de réfugiés. Bon, si demain ça va mieux là-bas, bon, on va être soulagé. À défaut d'aller s'installer là-bas, au moins il y aura moins de personnes qui quitteront ces pays pour venir vers chez nous. N'oubliez pas, on a 2 camps de réfugiés, 3 camps qui sont complètement pleins. Donc nous, ça nous arrange mieux que ces pays-là marchent. Voilà. Mais bon, pour l'instant, ces pays-là ont emprunté des voies où, non seulement quand tu leur adresses l'appareil, ils ne répondent pas, mais même lorsque tu ne parles pas d'eux, ces pays-là se lèvent. Vous imaginez, pendant la période de la CAN, la Côte d'Ivoire reçoit 2 millions d'étrangers. On estime qu'il faut les nourrir. Donc, on interdit l'exportation des vivriers. Le président burkinabé se lève et dit non, ça c'est une mesure contre lui.
Et que d'ailleurs, le jour où nous allons lever, lui aussi, il ne va pas prendre. Et juste après avoir dit ça, le lendemain, lui-même, pour pouvoir mieux structurer l'exportation de l'or, il décide de ne plus faire de l'exportation. Donc ça, on a 2 gendarmes encore au Burkina. Au Mali, on ne peut pas s'adresser à eux. C'est compliqué. Quand il y a un tout petit problème à la frontière où des voisins peuvent s'asseoir pour régler, ça devient compliqué. Mais bon, quand tu as ces 3 pays, et que le cas de la Guinée, ça joue, parce que la Guinée n'a pas ce problème-là, mais ils ont fait ce coup d'État. Ça fait au moins 4 ans aussi que le gars est là, il doit organiser des élections, il n'organise pas, il vient de dissoudre le gouvernement, créer pas mal de problèmes. Tu as ça. Tu as aussi, tout à l'heure, je sais qu'on va en parler, le Sénégal qui est un peu... Oui, on va parler du Sénégal. On va parler. Oui. Donc la CEDEAO se dit, beaucoup, il va falloir peut-être, comme le président béninois l'a dit, il va falloir qu'on réfléchisse autrement. C'est nous-mêmes qui avons mis les tests en place. Il dit que s'il y a un coup d'État dans un pays, ce pays-là est suspendu et voici les mesures qui accompagnent. Bon, on est face à une situation où, bon... On peut changer les choses. Voilà, peut-être. D'accord. Jean Procès qui veut réagir. Oui, je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Moi, j'ai des préoccupations, on va dire d'ordre général, mais c'est des questions quand même profondes. Et c'est ce qu'il a commencé à dire. D'abord, sur la Côte d'Ivoire, je me pose une question. C'est peut-être moi qui ne vois pas bien, mais la question que j'ai envie de poser à nos autorités depuis toujours, quel est le leadership de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, du point de vue sous-régional et régional? Avec Houphouët, le leadership d'Houphouët, c'était le dialogue partout, au point où il s'invitait partout où il y avait des crises. Il portait un leadership. Quel est le leadership que nous portons aujourd'hui? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays phare. Parce que si la Côte d'Ivoire dit on va faire la guerre, vous avez le sentiment que tout le monde suit. Quand la Côte d'Ivoire dit on arrête, vous avez le sentiment que tout le monde arrête. Donc on a un leadership qu'on porte. Moi, je n'arrive pas, c'est peut-être moi qui n'arrive pas à bien comprendre notre leadership. Je pose la même question à la CEDEAO. Le leadership de la CEDEAO aujourd'hui, c'est quoi? Il faut que la CEDEAO, à partir de tout ce qui est en train de se passer, se pose les vraies questions. C'était d'abord un espace, on va dire, économique, il me semble. Intégration économique. Après, les États se sont rendus compte qu'une bonne intégration économique ne peut pas faire fi de la question politique, puisque la question politique pose le problème de la stabilité. Si les régimes sont stables, on peut faire des programmes sur une longue durée. Mais quand toutes les semaines, les pouvoirs changent, on ne construit rien de bon avec ce qui est versatile, ce qui est changeant, mais avec ce qui est stable. Donc, il faut que politiquement, vous puissiez adopter des valeurs, on dit c'est des valeurs démocratiques. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, celui qui ne respecte pas ces valeurs alors qu'il s'y est engagé, ou bien vous le faites sortir de votre organisation, ou bien vous prenez des sanctions et vous vous tenez à ces sanctions. Mais quand vous êtes dans une logique où vous dites, voilà nos valeurs, et puis au niveau des pays, vous avez l'impression que ces valeurs ne semblent pas concerner les uns et les autres. Oui, nous sommes pour la démocratie. Quand il y a un coup d'État, un pays, la gente vient, nous on veut sortir. Si vous nous sanctionnez, on sort. Tous les jours, on sort, vous vous fragilisez vous-même et vous ne savez plus sur quoi vous construisez. Que vous soyez 15 pays, que 3, 4, 5 pays ne se mettent pas d'accord avec vous parce que ces pays remettent en cause les valeurs sur lesquelles vous vous êtes vous-même mis d'accord, ça ne peut pas empêcher 5 pays qui partagent fortement ces valeurs de construire quelque chose. Voilà un peu moi ce que j'essaie de comprendre. On peut rester, je dis n'importe quoi, à 10 au niveau de la CEDEAO. Mais si vous avez 10 pays démocratiques forts, 10 pays qui respectent un socle de valeurs commun, 10 pays qui savent où ils s'en vont, je crois que c'est mieux de construire quelque chose de bon et de grand en commençant par ces 10 pays et surtout en donnant l'exemple. On y reviendra avec la question du Sénégal. Parce que si l'exemplarité ne joue pas dans vous, vos pays, vous qui jouez les grands frères dans la CEDEAO, quelle légitimité avez-vous pour donner des leçons à des jeunes quand vous-même vous avez des problèmes pour faire respecter les principes démocratiques que vous voulez leur faire imposer? C'est la question de l'exemplarité qui plombe aujourd'hui la CEDEAO et qui fait qu'on est dans l'inertie et on fait du surplace. Sylvain Debailly. Oui. Effectivement, il a dit, je commence par sa conclusion, par sa chute. On est dans l'inertie et puis bon, on fait du surplace. Parce que si on peut oser un bilan
en tout cas en ce qui concerne la situation du Niger qui a amené la CEDEAO à prendre un train de mesures coercitives, ce bilan-là, il est lequel aujourd'hui? Quel est le bilan qui nous amène aujourd'hui à lever les sanctions? Si c'était pour lever les sanctions, sans que Bazoum... Mais vous, quelle est la réponse que vous pouvez donner déjà à cette question que vous posez? Bazoum n'a pas été libéré. C'était l'une des exigences. Le régime militaire n'est pas parti. On lève les sanctions. Alors, moi, je dis que la CEDEAO est dans sa logique d'affaiblissement. C'est elle-même qui s'affaiblit. Parce qu'elle a décidé de sortir peut-être ce que je pourrais appeler de l'esprit de 1975, qui a suscité sa création avec les Yakubu Gowon, il le rappelait tout à l'heure. On était dans un contexte où on sortait d'une crise économique des années 70, la crise du pétrole et tout, et les pays africains qui n'étaient pas grands producteurs de pétrole ont décidé de se mettre ensemble pour être un peu plus forts. Donc la CEDEAO, il a rappelé tout à l'heure les raisons économiques et puis plus tard des raisons politiques. Mais au fil du temps, on a constaté que la CEDEAO est devenue non plus la CEDEAO des peuples, mais un syndicat de chefs d'État. Quand on est fort, et puis bon, quand on a des amis, bon, quand ils tombent, il faut aller... C'est cette impression-là qu'on a eue. La CEDEAO a peut-être réussi une expérience, peut-être dans la crise ivoirienne, mais depuis ce temps, où les décisions de la CEDEAO servaient quand même de... je dirais... servaient aux résolutions de l'ONU. La CEDEAO avait été forte en ce moment dans la gestion de la crise ivoirienne. Mais après, ce qu'on constate aujourd'hui, oui. Ce que nous constatons aujourd'hui, moi, me conforte dans ma position que la CEDEAO est en train de s'affaiblir. Et les dernières décisions qui viennent d'être prises, en tout cas la levée des sanctions, je pense qu'elles vont être les dernières décisions. Les dernières décisions pour, n'est-ce pas, établir une sorte de dialogue. Parce qu'après tout, les juntes militaires qui sont arrivées, elles ne sont peut-être pas celles que nous voulons, mais les peuples les ont adoubées. Et donc il faut établir le dialogue et puis les amener tout doucement à sortir de la transition, comme disait tout à l'heure Félix Boni. Voilà, et puis aller vers des élections démocratiques. De toute façon, la question de la durée des mandats de pouvoir civil. Oui, voilà. On va écouter Mathieu. La CEDEAO comme un syndicat de chefs d'État qui se protègent entre eux, qui se départit de l'aspect économique. Le professeur Dion l'a dit tout à l'heure, tu ne peux pas parler d'économie sans parler de politique. Aujourd'hui, quels sont les projets, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, sur les journaux initiés par la Côte d'Ivoire. Autoroute Abidjan-Lagos, autoroute Abidjan-Ouagadougou. Pour que ces routes trouvent des financements, il faut des partenaires extérieurs. Vous signez le contrat avec quelqu'un. Le lendemain, on vient, on dit non, il y a coup d'État, on ne remet plus en cause. Le gars a déjà investi son argent. On fait comment? La première décision que la CEDEAO a prise, c'est le fait qu'il y ait une grande circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, les pays un peu plus prospères sont déjà remplis. Donc, ce côté-là est atteint. Les gens qui ne se déplacent pas dans certains pays, c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Le deuxième, c'est que les marchandises circulent. On est face à une situation où aujourd'hui, tout ce que nous consommons, en gros, vient d'Asie, vient d'ailleurs, même pas de la sous-région. C'est un marché de 300 millions, on ne produit pas assez. Donc, les chefs d'État ou les gouvernements, quand ils se réunissent, c'est de voir qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va produire, qu'est-ce que le Burkina va produire. Pour ces choses-là, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de vous engager. Et puis un matin, on dit non, le gars avec qui vous avez signé papier là, bon, lui n'est pas là. C'est la question de l'instabilité dont parlait le professeur. Voilà, on va écouter Félix Boni aussi. Les États doivent primer sur les zones. Oui, Félix Boni d'abord. Félix, oui. Je suis totalement d'accord avec ce que le grand frère Blenson dit, mais je crois que quelque part, la CEDEAO regorge quand même d'experts et la force de la CEDEAO devait être fondée sur les experts. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Dans un an, la CEDEAO doit faire ses 50 ans. C'est l'occasion de faire son bilan parce qu'aujourd'hui, c'est une structure très affaiblie. Même les 9 dirigeants qui se sont retrouvés hier à Abuja, vous constaterez que, vous avez parlé tantôt du Conseil de l'Entente, le Togo, le Bénin ne sont pas réellement arrimés à la CEDEAO.
Le Togo, le Bénin, c'est ceux-là qui aujourd'hui donnent du poids au Niger, au Burkina Faso et autres, aux États de l'AES, qui commercent, qui profitent d'ailleurs de cette situation pour consolider leur base économique. N'oublions pas que le Burkina Faso, le Mali avaient pour principal port, c'était la Côte d'Ivoire. Le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire de la sous-région, c'est bel et bien le Mali. Mais aujourd'hui, tout ça est en train de migrer vers d'autres États. C'est-à-dire que cette CEDEAO qui est économique même, les intérêts partisans aujourd'hui priment pratiquement sur, j'allais dire, la cohésion régionale et même la vie politique qui devrait être, la stabilité politique qui devrait, j'allais dire, consolider le volet économique. Donc moi, je pense que tout cela doit pouvoir faire l'objet d'une bonne analyse en 2025 aux 50 ans de la CEDEAO et que les experts, il faut laisser place aux experts pour réfléchir de façon bien approfondie sur l'avenir de la CEDEAO, qu'on quitte les chefs d'État, parce que les chefs d'État, quoi qu'on dise, défendent en priorité leur fauteuil. Et il y avait réellement un syndicat des chefs d'État au sein de la CEDEAO. Alors, on va y revenir très certainement parce que le sujet qui suit est lié, et Blesson en parlait, c'est le cas Sénégal, une autre affaire qui secoue la sous-région. La date de la présidentielle est toujours attendue et le président Macky Sall promet de partir le 2 avril. On en parle avec Davis Oyo et on se retrouve. Le 2 avril 2024, Attendu depuis son annonce contestée, le président sénégalais Macky Sall promet de quitter le pouvoir le 2 avril prochain sans préciser la date de l'élection présidentielle. Macky Sall laisse ainsi planer le doute sur la date de l'élection de son successeur. Sous pression depuis quelques semaines et plus encore après la déclaration de la Cour constitutionnelle, le président sortant mise sur les consultations avec les leaders politiques pour faciliter l'organisation de la présidentielle dans le meilleur délai. Dans un communiqué, opposition et société civile qualifient de tentative de diversion le dialogue envisagé par le président sortant et la juge inacceptable. Elle demande au président d'organiser l'élection présidentielle avant le 2 avril prochain, date de la fin de son mandat. Pour contraindre l'homme fort de Dakar à faire face à la demande, la population sénégalaise envisage organiser des manifestations dans tout le pays. Selon les observateurs, ces manifestations pourraient paralyser le Sénégal. Alors, c'était aujourd'hui la présidentielle, s'il n'y a pas de report. Professeur Dion, comment vous voyez cette situation au Sénégal? Est-ce qu'il y a vraiment des perspectives, des sorties de cette sorte, on va le dire, tout net, d'impasse? Je suis furieux contre Macky Sall. Parce que je ne comprends pas. Le Sénégal, je le répète encore une fois, pour moi en tout cas, c'est un modèle. Dans la grisaille démocratique africaine, quand on parle de pays africains, moi je parle du Sénégal parce qu'ils nous ont habitués à une tradition de démocratie, d'institutions fortes, d'alternance, et ils n'ont jamais, à moins que je me trompe, connu de coup d'État. Pour nous, c'est une lumière, le Sénégal. Mais je ne comprends pas que les meilleurs commencent à se comporter comme les derniers de la classe. Je ne comprends pas que le président Macky Sall, qui devrait tirer l'Afrique par le haut, se laisse tirer par le bas, juste parce qu'il y a un problème de compréhension de l'alternance. Il a fait ses mandats. Il faut qu'il parte. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi pour partir, on doit connaître des crises, des morts, des dégâts? Je n'arrive pas à comprendre. La crise est là. La crise est là. Maintenant, on fait quoi? Mais qu'il organise les élections. Il ne faut pas gagner du temps parce qu'il est dans le dilatoire, comme si lui-même cherche à provoquer une crise plus grave dans laquelle le Sénégal pourrait tomber et dans laquelle lui-même pourrait se redonner une sorte de virginité où il renaîtrait comme le phénix de ses cendres. Il a fini, il faut qu'il parte. Un autre Sénégalais doit venir proposer sa vision au Sénégal. 10 ans après, un autre Sénégalais viendra. C'est le Sénégal qui gagne. Il faut qu'il organise cette élection. Ça ne ressemble pas au Sénégal, ça ne ressemble pas à Macky Sall, parce qu'il a fallu que quelqu'un parte pour que lui vienne. Il faut qu'il parte pour qu'un autre vienne. Mais il part comment? Surtout que le 2 avril est proche, Sylvain Debailly, la question c'est vraiment comment ça se fait tout ça? Comment on trouve une date? Des consultations sont convoquées pour ce début de semaine, peut-être là la solution?
Ah oui, mais lui-même, il a dit dans son interview, il a donné la réponse, qu'il appartient au Conseil constitutionnel de dire ce qui doit être fait. Et donc, c'est vrai, il y a ce que Macky Sall veut, mais je pense qu'il y a une institution qui s'est montrée quand même exemplaire jusque-là, c'est le Conseil constitutionnel, qui ne s'est pas laissé inféoder, donc qui reste avant tout une sorte de bouclier. Qui avait dit non au report de l'élection présidentielle. Tout à fait. Donc, il y a espoir de ce côté-là. Non, pour revenir à ce que disait tout à l'heure le professeur, oui, je pense que je suis d'accord, parce que moi, je pense que Macky Sall devrait rester dans le discours qu'il avait déjà prononcé quand il disait qu'il ne se présenterait plus pour un nouveau mandat. Je pense que ça devrait résumer tout. Ça devrait résumer tout et se mettre maintenant dans une situation où on va véritablement vers l'élection et qu'ils disent au revoir aux Sénégalais, tout jeune qu'il aille encore se préparer pour revenir au pouvoir. Ça, c'était sa porte de sortie. Maintenant, quand on organise tout ce mini-mélo pour rester au pouvoir au-delà des délais constitutionnels, je pense qu'en Afrique, il faut qu'on mène la réflexion. Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous faisons des constitutions pour les violer ou bien nous faisons des constitutions pour les respecter ? Est-ce que nous voulons la limite des mandats ou bien nous ne voulons pas la limite des mandats ? Si nous ne voulons pas la limite des mandats, ben, il appartient aux législateurs de l'écrire en lettres d'or dans les textes constitutionnels et puis bon, tout le monde marche dessus. Mais on ne va pas dire oui, on veut la limite des mandats le jour et puis la nuit, on complote pour faire autre chose. Je pense que, comme il a dit tout à l'heure, le Sénégal est pour nous un exemple, une lumière. Il faut que ce Sénégal-là se montre toujours exemplaire parce que c'est le dernier, je dirais, bastion de la démocratie, en Afrique de l'Ouest en tout cas. Il faut que ce Sénégal-là reste le Sénégal. Et puis, pour terminer, dire que ce qui se passe, ce que Macky Sall veut faire maintenant, là, je crois que c'est pour créer des problèmes inutiles. Les histoires de dialogue qu'on institue pour amadouer les gens et tout ça, je crois que le Sénégal n'est pas dans une crise. Ce n'est pas un pays en crise, c'est un pays où les institutions ont fonctionné normalement. Depuis 2012, à la prise de fonction de Macky Sall jusqu'à présent, il n'y a pas eu de crise politique. Il ne faut pas créer une crise artificielle. Peut-être qu'il fait référence au dossier rejeté par le Conseil constitutionnel pour que tout le monde soit, dans la course. Le cadre, n'est-ce pas, républicain. Je le dis sans être dans sa tête. Les histoires de dialogue qui n'en finissent pas. On va écouter Félix. Ouais. Vous savez, il y a une boutade comme ça qui dit Macky Sall, sale, comme on le dit sale. Je crois que Macky Sall est en train de salir la fin de son mandat. Sinon, ce n'est pas un président qui n'aura pas travaillé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Macky Sall devrait savoir qu'après la vie au palais, il y a une vie. Il n'est pas le premier à occuper le palais de la Teranga. Avant Macky Sall, il y a eu, comment il s'appelle, le président Senghor, qui n'a pas terminé son mandat. Il y a eu Wade avant Macky. Après, il y a eu Abdou Diouf. Il y a eu Abdoulaye Wade. Mais ils sont là. Au Mali, à côté, on oublie certainement son nom. Aujourd'hui, quand vous l'évoquez, il y a beaucoup de personnes qui l'ont oublié. Il y a eu Alpha Oumar Konaré, un monsieur qui aujourd'hui continue de sublimer son art à travers des institutions, des sollicitations un peu partout. Macky Sall, il est encore jeune, avec la posture qu'il a eue jusqu'à la fin de son mandat. Mais voilà quelqu'un dont la sagesse aurait pu permettre d'en faire un ancien président auprès duquel les gens allaient s'inspirer pour voir l'Afrique aujourd'hui disposer de lui-même. Parce que Macky Sall, il a ceci de particulier d'être un bon Africain qui défend l'image de l'Africain, qui se bat contre certaines, j'allais dire, poubelles occidentales qu'on veut nous importer. Mais c'est Macky Sall aujourd'hui en train de devenir l'anti-modèle pour la démocratie. Cette petite étoile en Afrique de l'Ouest, Macky Sall est en train de l'éteindre. Quelle idée de dialogue pour revenir remettre dans le flot des candidats qui, par rapport à la Constitution, dont l'article 92 du Sénégal dit que les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Quelle idée de dialogue pour venir trouver des solutions politiques, pour venir remettre dans la course des candidats qui ont été déjà éliminés. Il y a 19 candidats. Les 16 des 19 candidats ont décidé de ne pas aller à ce dialogue. La société civile qui veut des élections ne veut pas aller à ce dialogue. Quel dialogue? Quel est le sens du dialogue de ce lundi et de ce mardi? Il n'y a que 3 candidats qui ne disent rien. Idrissa Seck, l'ex-président du Conseil économique et social et environnemental, son partenaire, son ancien Premier ministre,
qui est également candidat, un ancien partenaire, et son candidat actuel que lui-même a contribué à affaiblir Amadou Ba, affaibli par Macky Sall lui-même, qui va à ce dialogue bien entendu pour éventuellement trouver une voie pour pouvoir s'entendre avec lui, parce qu'il est aujourd'hui soupçonné d'avoir trempé dans des affaires de corruption par l'entourage de Macky Sall lui-même. Alors on va à ce dialogue pourquoi? Il faut organiser les élections et sortir du palais en passant le pouvoir à un autre président. Malheureusement, les délais sont courts et il le dit lui-même. Quel Sénégal Macky Sall veut-il laisser à sa postérité? Aujourd'hui, je soupçonne Macky Sall personnellement de laisser la situation pourrir au Sénégal, éventuellement pour qu'un larbin militaire vienne prendre le relais, parce que lui, après lui, le Sénégal ne devrait certainement pas exister, pour qu'un larbin militaire vienne reprendre. Demain, on dira qu'il y a eu coup d'État au Sénégal encore, et qu'il faut encore aller sauter les militaires en les attaquant. Non, voici des gens qui n'ont pas été des modèles de démocratie, pour lesquels finalement les coups d'État finissent par être justifiables. Alors qu'on ne devrait pas pouvoir justifier un coup d'État. Sans moi, c'est le chaos. Après moi, c'est le chaos. Bon, oui, oui, Macky Sall, ça fait 2 fois quand même qu'on parle de lui. La première fois, c'est quand tout le monde le soupçonnait, en tout cas une partie de l'opposition sénégalaise le soupçonnait de vouloir briller un 3e mandat. Finalement, il va finir par faire un discours pour dire non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas un 3e mandat. On dit ouf. Maintenant, il vient encore de casser les élections. On a l'impression que lorsqu'il initiait la modification de la Constitution qui a permis, qui laissait entrevoir qui peut être candidat. Mais avant cette modification constitutionnelle, le mandat présidentiel, c'était 7 ans. Macky Sall a été élu en 2012. S'il faisait ces 2 mandats, normalement, il finissait en 2026. C'est lui-même qui a écouté son mandat de 5 ans en espérant peut-être pouvoir faire un 3e mandat. Bon, maintenant qu'il ne peut plus faire un 3e mandat, est-ce qu'il a l'intention de récupérer quand même les 2 dernières années? Mais toujours est-il qu'il ne devrait pas se mêler, à mon avis, de la décision du Conseil constitutionnel. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Son dialogue politique, c'est mort. Or, il comptait sur, selon son discours de son interview de vendredi, c'est le dialogue politique qui doit fixer la date des élections. Les élections au Sénégal, c'est 45 jours. Avant le 2 avril, techniquement, ce n'est plus possible. Donc ça, on va arriver au 2 avril avec Macky Sall en poste. Ah non, ben, il a dit qu'il part. Il a dit qu'il part. Vous y croyez donc pas? Non, il a une autre carte en main. Hein. C'est laquelle? La démission. S'il démissionne juste avant le 2, le président de l'Assemblée nationale devient président de la République et il reprend tout à zéro. Il a une autre carte en main. Il peut, dès demain matin, dire qu'il démissionne. Il peut, le 1er avril, dire qu'il démissionne. Dès qu'il démissionne, tout ce qui a été dit est fini. Le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir et il a 3 mois. 3 mois, 90 jours. 80 pour organiser les élections. Donc on retombe encore dans son scénario. D'autant plus qu'au Sénégal, juin, juillet, jusqu'à septembre, les gens n'aiment pas parler d'élections à cause des fautes publiques. Lorsqu'il pleut, on ne peut pas faire de meeting, il y a beaucoup de zones qui sont inaccessibles. C'est pour ça que les députés ont proposé décembre. Donc on risque franchement de basculer, d'arriver à ce moment. En tout cas, il reste dans les mains de Macky Sall une carte très forte, c'est la démission. Ça évite une crise à partir du 2 avril, parce qu'à partir du 2 avril... Est-ce que c'est une sortie honorable pour Macky Sall, une démission, surtout à la fin de son 2e mandat? Pour terminer, vraiment, on a vraiment fait le tour. Oui. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que c'est une impression? J'ai échangé avec des amis sénégalais, des politologues. Qu'est-ce qui change entre aller aux élections avec les 19 candidats et ce que Macky Sall veut pour dire remettons tout à zéro, que les autres candidats qui n'ont pas pu postuler déposent leur candidature? Parmi les autres candidats, il y a Karim Wade. C'est le seul, puisque Sonko, en principe, avec une condamnation pénale, ne peut plus être candidat, il a déjà son candidat. Donc le nouveau venu dans la scène, ce serait Karim Wade, avec qui Macky Sall veut la faire s'entendre beaucoup plus. Probablement qu'ils veulent s'entendre, et puis il devient le candidat officiel et du PS et de la majorité présidentielle. Pourtant, Amadouba, est-ce qu'il appartient à Macky Sall de choisir celui qui va diriger le Sénégal? Non, pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'à partir du moment où les données changent, c'est-à-dire à l'état actuel, si on fait les élections, c'est toute la mouvement présidentiel a toutes les chances de perdre le pouvoir. D'accord. Voilà. Bon, pour cette rentre en jeu. On donne 30 secondes à Félix Boué. Je veux dire, on n'organise pas les élections pour que la mouvance présidentielle gagne des élections. On organise des élections pour que le meilleur candidat gagne. Et en la matière, le Conseil constitutionnel a éliminé Karim Wade, qui n'a pas eu la sagesse de déposer sa démission bien auparavant. Il n'est pas question de remettre dans le marigot. Il n'est même pas question de remettre dans le marigot actuellement un candidat éliminé. Il y a 19 candidats.
c'est suffisamment beaucoup pour que le Sénégal puisse choisir le meilleur parmi ces 19. La plus belle fille de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas celle qui est élue Miss Côte d'Ivoire, mais c'est celles qui se sont présentées. D'accord. Alors, professeur Dion, 30 secondes aussi peut-être pour terminer. Mais 30 secondes, je poserai juste une question. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de poser. De quoi Macky Sall a-t-il peur? Pour qu'il ait autant peur de quitter le pouvoir tranquillement? C'est cette question-là qui me fatigue depuis un moment. Bon, on va regarder donc. On va regarder peut-être cette semaine pour qu'on ait la réponse à cette question de professeur. Merci, professeur Dion. Sylvain... Peut-être le pétrole sénégalais. Sylvain Debailly. Les appétits. Bon. D'accord. Bledson Mathieu et Félix Boni, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission, une émission réalisée par Fofana Mamadou. Merci aux reporters David Soyo. Merci à toutes les équipes techniques autour. On reste sur RT1 tout de suite, le journal des 20h à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.